Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je ne vais pas parler bourse ou actions, mais je vais dévier un peu et m'étendre sur un sujet qui est souvent étranger à tous les Français immigrants en Amérique du Nord. Je vais donc expliquer et détailler tout ce qu'il y a à savoir sur les cartes de crédit. Pas la carte bleue ou la carte à débit différé, mais une carte avec un vrai crédit dessus qui nous suit partout. En tant que Française, ça m'a pris pas mal de temps à comprendre leur fonctionnement et surtout pourquoi. Pourquoi les banques me forcent-elles à dépenser de l'argent qui n'est pas à moi? Pourquoi me faire un prêt alors que j'ai accès à une carte de débit reliée à un compte chèque qui a des dollars dessus? Quel est leur intérêt à faire ce genre de choses? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions et même plus, car pour nous, simples Français de France, les cartes de crédit sont quelque chose qui nous dépasse. Avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, ainsi que de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution de vidéo. Et si vous avez un peu de temps, un petit commentaire ferait plaisir aussi. Merci d'avance. Maintenant, allons voir tout ça de plus près. Les cartes de crédit canadiennes ou américaines sont des crédits ou plus simplement des prêts à la consommation que les banques nous offrent ou devrais-je dire nous obligent à avoir pour voir notre capacité à gérer notre argent. Je ne sais pas vous, mais moi, mes parents m'ont toujours dit « Si tu n'as pas d'argent, tu n'achètes pas. Va travailler et quand tu auras fait des économies, alors là, tu pourras te faire plaisir. » Eh bien ici, c'est totalement différent. Les banques donnent super facilement des cartes de crédit avec tout d'abord un petit montant, mais qui grossit très vite si on est sérieux avec. Si une banque juge que vous êtes sage et consciencieux avec vos dépenses et remboursements et qu'elle vous propose d'augmenter le montant de votre crédit, ne le refusez pas. Il faut toujours accepter, même si vous savez que vous ne l'utiliserez pas. Surtout si votre limite de crédit est faible, ça vous permettra de vous rapprocher de la règle des 30% que je vais vous expliquer dans quelques instants. Mais quel est le piège dans tout ça? Eh bien, une banque ne va pas vous prêter de l'argent gratuitement. Enfin, si vous remboursez vos achats, ou devrais-je dire la totalité de la balance de votre carte avant la date limite donnée sur votre relevé mensuel, alors tout va bien, vous pouvez profiter des joies d'utiliser de l'argent qui n'est pas à vous. Par contre, si vous n'avez pas les moyens de rembourser toutes les dépenses effectuées avec cette carte avant la date butoir, alors là, ça va faire mal. Très mal. Les cartes de crédit ont des frais d'intérêt qui vont de 12 à 25% suivant le type de carte, et ça peut donner des sommes faramineuses en un seul claquement de doigts. Autre point important pas négligeable qu'il faut connaître pour éviter de faire des bêtises avec ces cartes de crédit. Petit 1. Ne jamais retirer de l'argent d'une carte de crédit, juste l'utiliser pour payer des achats en magasin ou en ligne, ou alors vous verrez vos retraits majorés de 2 à 5% de frais suivant les banques. Petit 2. Si votre carte n'est pas prévue pour l'international, ne pas l'utiliser en dehors de votre pays où vous aurez des frais allant jusqu'à 2% en plus des frais de conversion entre les devises. Petit 3, la règle des 30%, qui dit qu'en gros, si la banque vous donne une carte de crédit avec une limite de 15 000 $, vous ne devriez en utiliser que 30% à chaque fois. C'est-à-dire 4 500 $ que vous devrez rembourser en totalité avant de réutiliser votre carte. Si votre limite de crédit est de 2 000 $, si vous en utilisez 1 000 $, vous êtes déjà à 50%. Donc si la banque vous propose une augmentation à 5 000 $ et que vous utilisez 1 000 $, vous serez à 20% et donc parfaitement en dessous de la limite des 30%. Une autre possibilité pour cette règle, c'est d'avoir plusieurs cartes de crédit et d'éparpiller vos dépenses un peu sur chacune d'entre elles. En gardant à l'esprit cette règle des 30%, mais attention, qui dit plus de cartes ne veut pas dire plus de dépenses. Il faut toujours dépenser que ce qu'on est sûr de pouvoir rembourser. Plongeons maintenant dans les termes techniques et autres calculs en tout genre. Comment et quand payer le montant utilisé sur sa ou ces cartes? Quand vous souscrivez à une carte, le jour où elle sera activée sera le début du cycle de facturation et il se terminera un mois plus tard. Après ça, vous recevrez très vite un relevé récapitulatif de toutes vos dépenses. Vous aurez donc le droit à une période de grâce, mais à la fin de cette période, vous devrez payer la totalité du montant indiqué sur ce relevé, ou alors vous aurez des intérêts à payer. Rembourser vite, c'est bien, mais ne pas la rembourser au jour le jour. Attendre que la transaction soit actée pour qu'elle compte dans votre historique. Vous pouvez rembourser votre carte en plusieurs fois ou faites 1 ou 2 paiements par mois, ou vous pouvez même mettre en place le paiement automatique avec le prélèvement de l'argent directement depuis votre compte chèque. N'hésitez pas à demander à votre banquier de mettre cela en place, si ça peut vous permettre de dormir sur vos deux oreilles. Les termes techniques importants à connaître quand on se réfère à une carte de crédit sont le solde du relevé, statement balance en anglais, qui est le solde inscrit sur le relevé en fin de mois et qui est à payer avant la date limite indiquée sur ce même relevé. Cette date limite est aussi la date d'échéance et elle a lieu après que le délai de grâce ou grace period soit passé. Ce délai de grâce est une période de 21 à 25 jours pendant laquelle il n'y a pas d'intérêt à payer sur les nouveaux achats effectués si le solde de la carte de crédit est payé en entier au plus tard à la date d'échéance. Le solde en souffrance, outstanding balance, c'est le nouveau solde dû qui comprend le solde sur le relevé plus le montant dépensé pendant la période de grâce,
mais ce dernier n'a pas besoin d'être payé avant la date d'échéance si le solde du relevé sera payé en totalité avant cette même date. Pour vraiment mettre les choses au clair, si tout est payé en totalité avant la date limite, il n'y aura aucun intérêt à payer du tout. Par contre, si vous ne payez pas la totalité, les intérêts seront calculés sur le solde en souffrance, c'est-à-dire le solde du relevé plus les dépenses faites entre l'émission du relevé et la date d'échéance, même s'il ne reste que $1 à rembourser. Je vous explique comment calculer ces intérêts dans quelques instants. Mais avant, jetons un œil à un de mes derniers relevés pour vous montrer tout ça sur du concret. Je n'ai pas choisi mon dernier relevé car quand je ne travaille pas, je ne dépense pas. Donc voici mon relevé de février. Mon solde sur ce relevé est de 1236,52 $. Mon cycle de facturation était du 8 février au 7 mars. Mon taux d'intérêt est de 19,95%. Si je ne veux pas être taxé de ces 19,95%, je dois donc payer la totalité des 1236,52 $ avant la date d'échéance ou après mon délai de grâce, qui est pour se relever le 4 avril. On peut aussi voir que ma limite de crédit est quand même de presque 10 000 $ sur cette carte. Je suis toujours hallucinée de voir ce genre de choses, même après autant de temps dans ce pays. Avec mes achats effectués ce mois-ci, j'ai quand même récupéré 6,26 $. C'est ce qu'on appelle le cashback. Et depuis que j'ai cette carte, j'en suis à 178,14 $ d'argent gratuit. Pour certains, ça ne sera pas énorme, mais de l'argent à ne rien faire, je ne dirais jamais non. Les catégories que j'ai actuellement sur cette carte pour recevoir 2% de cashback à chacun de mes achats sont l'essence, les factures récurrentes et la pharmacie. Ça peut être changé tous les 3 mois si j'ai besoin d'ajuster. Par exemple, si je prévois de partir en vacances, je vais donc choisir la catégorie hôtel dans cette liste. Le reste de mes dépenses a 0,5% de cashback. Si jamais vous êtes intéressé par cette carte, vous trouverez mon lien de parrainage pour Tangerine dans la description de cette vidéo pour récupérer 50 $ à votre inscription. Comment calculer les intérêts si je ne paie pas la totalité de ma facture? Pour que ça soit plus simple, on va partir directement avec un exemple d'une carte de crédit qui a un taux en pourcentage annuel de 20%, ou APR en anglais. Le 1er mars, on reçoit notre relevé de carte de crédit avec un montant de 1 000 $ à payer d'ici le 25 mars. Mais la fin du mois est arrivée sans qu'on ait pu payer ce montant. Le 1er avril, on aura donc cette facture de 1 000 $ impayée, mais il faut bien continuer à vivre. Le 10 avril, on achète donc 100 $ de courses. Le 20 avril, on dépense encore 400 $ d'essence, d'assurance maison et d'internet. Et le 30 avril, on finit le mois en ajoutant un autre 100 $ de facture de téléphone portable. Sur le relevé du mois d'avril, le total dû sera donc de 1 600 $ plus des intérêts. Pour les calculer, les banques utilisent la méthode du solde journalier moyen ou Average Daily Balance Method en anglais. Il faut donc faire la moyenne due par jour de ce mois d'avril. Du 1er au 9 avril, on devait 1 000 $. Donc on fait 1 000 $ x 9. Du 10 au 19 avril, on devait 1 100 $. Donc 1 100 $ x 9. Du 20 au 29 avril, on devait 1 500 $. Donc 1 500 x 9. Et le 30 avril, on devait 1 600 $. Si on additionne tout ça, ça fait donc 34 000 $. Vu qu'il y a 30 jours dans le mois d'avril, on divise le tout par 30 et ça nous donne 1 133 $ qui est la moyenne due par jour pendant le mois d'avril. Maintenant, on prend le taux de 20% et on le divise par le nombre de jours dans l'année, donc 365. Ça nous donne 0,055% qui est le taux d'intérêt moyen par jour. On prend ce taux et on le multiplie par le nombre de jours dans le mois d'avril qui est 30 et ça nous donne donc 1,64% qui est le taux d'intérêt pour le mois d'avril. On prend ces 1,64% qu'on multiplie par la moyenne due par jour pendant le mois d'avril qui était de 1 133 $, ce qui nous donnera donc 18,62 $ d'intérêt à payer pour ce mois d'avril. Pour vous montrer l'effet sur le long terme quand on ne paie pas la totalité de sa carte de crédit, voici un tableau avec différentes options et le résultat en temps ainsi que le montant d'intérêt qu'on finirait par payer. Et ça fait mal au porte-monnaie. Si on a utilisé 1 000 $ de sa carte de crédit sans la rembourser et qu'elle a un taux d'intérêt de 18%. L'option 1, on fait le paiement minimal de 3% tous les mois, il nous faudra 10 ans pour rembourser les 1 000 $ et on aura payé 798,89 $ d'intérêt. Option 2, on a fait le paiement minimal de 3% plus 5 $ tous les mois. Il nous faudra donc 6 ans et 2 mois pour en venir à bout avec un total de 512,52 $ d'intérêt. Option 3, on fait un paiement fixe de 100 $ tous les mois. Il faudra 11 mois pour payer les 1 000 $ empruntés et on aura payé 91,62 $ d'intérêt. Ce qui est beaucoup moins, mais ça fait toujours mal. Et enfin, l'option 4 qui n'est pas ici, on paie tout en une seule fois avant la fin de la période de grâce, on n'en parlera plus après 25 jours et on n'aura donné aucun dollar d'intérêt aux banques qui nous piquent déjà beaucoup trop d'argent. Je vous mets dans la description de cette vidéo un lien vers une calculatrice qui vous permettra de voir ces 3 options avec vos chiffres à vous.
Mais pourquoi devrais-je me forcer à penser à payer une carte de crédit alors que je peux tout simplement utiliser ma carte de débit? Eh bien, pour faire venir les consommateurs, les banques offrent toutes sortes de carottes, enfin, des cadeaux qui peuvent être très attrayants pour les consommateurs. Le plus connu de tous est certainement le cashback. Suivant ce qu'on dépense, on récupère un pourcentage en argent directement sur notre carte ou sur un autre compte ou à utiliser dans un magasin en particulier. Certaines banques offrent aussi des miles ou alors des points aéroplans pour voyager à moindre frais ou même gratuitement. Pas super intéressant en ces temps qui courent, me direz-vous. D'autres nous offrent des nuits d'hôtel gratuites. Et il y a aussi celles qui permettent d'avoir des assurances en tout genre, comme des assurances voyage, assurances achat, etc. Comme je vous l'ai déjà dit plus haut, moi, sur ma carte Tangerine, j'ai choisi 3 types d'achats que je fais régulièrement et auxquels je veux appliquer un cashback de 2%. Donc si je dépense 500 $ par mois en essence, restaurant et courses alimentaires, je recevrai 10 $ en échange déposés sur mon compte épargne chez eux tous les mois. Et le reste de mes achats me donne un cashback de 0,5%. Pas mal, n'est-ce pas? Qui n'aime pas recevoir de l'argent gratuit? Les temps sont durs. On doit prendre l'argent là où il y en a le plus. Mais j'ai aussi des assurances supplémentaires, comme par exemple si je loue une voiture ou si j'achète un portable avec ma carte et qu'il se fait voler, ne fonctionne plus ou que je le perds, et tout un tas d'autres offres. Super rassurant, même si je ne suis pas sûre de leur efficacité et sincèrement, je n'ai pas envie de tester. Vous pouvez avoir autant de cartes de crédit que vous le voulez. Si vous épluchez bien toutes les offres proposées par toutes les banques, que ce soit les grosses enseignes ou celles en ligne, il y a moyen de faire de belles économies. Mais attention, elles ne sont pas toutes gratuites. Certaines ont des frais annuels plutôt élevés à payer, donc soyez vigilants. En parlant de frais annuels, voici une liste non exhaustive d'autres frais qu'on peut rencontrer avec nos cartes de crédit. Des frais pour chaque carte supplémentaire, des frais pour les avances de fonds et les opérations qui ressemblent à des transactions en espèces, des frais pour la conversion des devises étrangères, des frais pour le dépassement de la limite de crédit, des frais pour un compte inactif, un taux d'intérêt plus élevé lorsque des paiements ne sont pas effectués, etc. Donc, avant de remplir un formulaire de demande de carte de crédit, n'oubliez pas de lire les petites lignes pour bien connaître tous les frais applicables à votre future carte. Et surtout, étudiez bien toutes les offres. Par exemple, avec une carte de crédit qui rapporte 1% de nos achats en cashback, mais qui a des frais annuels de 85 $, si vous ne dépensez que 5 000 $ dans votre année, vous ne récupérerez que 50 $ en cash. Mais comme vous en aurez dépensé 85 pour l'année, au lieu d'avoir gagné de l'argent, vous en aurez perdu. Le mieux, pour ceux qui ne dépensent pas beaucoup comme moi, ce sont les cartes sans frais annuels. Avant de parler de ma sélection faite pour vous, je vous mets dans la description de cette vidéo le lien vers un site du gouvernement du Canada qui vous proposera tous les types de cartes de crédit qui existent suivant ce que vous recherchez. Voici maintenant une petite liste des offres du moment pour les cartes de crédit sans frais annuels. Ça change très régulièrement, donc restez à l'affût. Si vous mangez régulièrement au restaurant ou faites souvent un stop à Starbucks, je vous conseille la carte de crédit Simply Financial Cashback Visa qui permet d'avoir 4% en cashback pour tout ce qui est restaurant, fast-food, coffee shop, bar, etc. Ainsi que 1,5% pour l'essence, les courses alimentaires et la pharmacie, et tout le reste est à 0,5%. Pour y avoir accès, il faut ouvrir un compte chèque chez Simply, mais c'est gratuit, donc rien de bien contraignant. Et si vous utilisez mon code de parrainage, vous pouvez récupérer jusqu'à 50 $ à l'ouverture de votre compte. La deuxième carte intéressante, c'est la Mastercard BMO Remise qui offre 3% de cashback sur toutes les courses alimentaires, 1% pour les paiements de factures périodiques et 0,5% pour le reste. Et la troisième carte que je conseille est la carte remise simple d'American Express qui permet de cumuler 1,25% sur tous vos achats sans aucune limite annuelle. Par contre, gardez à l'esprit que tous les commerçants n'acceptent pas les Amex. Le mieux, c'est de cumuler ces 4 cartes avec la Tangerine World Mastercard et de les utiliser l'une ou l'autre suivant vos dépenses. Je m'explique. Pour l'essence, vous utilisez celle de Tangerine avec 2% de cashback. Les courses alimentaires, ça sera avec la BMO Remise avec 3%. Les restaurants avec la Simply à 4%. Vous pouvez choisir 2 autres catégories avec la Tangerine et le reste, utilisez l'Amex à 1,25%. Avec un combo pareil, à vous les dollars qui s'accumulent sans rien faire dans vos poches. Mais attention, à chaque fois que vous faites une demande d'adhésion à l'une d'entre elles, les banques ou organismes feront une demande pour voir votre code de crédit et ça la fera donc diminuer un peu plus à chaque fois. Donc si vous voulez mettre en place ce plan pour gagner de l'argent sur vos dépenses de la vie de tous les jours, espacez vos demandes de quelques mois pour éviter d'être cette personne qui est à la recherche d'argent à tout prix, ce qui pourrait être très mal vu par les banques. Mais qu'est-ce que la cote de crédit ou credit score en anglais ? La cote de crédit est un nombre calculé par les banques qui va de 300 à 900 pour les Canadiens et 850 pour les Américains et qui est attribué à chacun d'entre nous suivant l'âge de notre compte, comment on paye nos factures, si on rembourse en temps et en heure nos cartes de crédit, ainsi que tous les crédits qu'on possède. Bien entendu, plus il est élevé, mieux c'est. Ce score sera utilisé pour se qualifier pour un prêt immobilier ou une assurance ou même un forfait téléphonique ou même des fois pour une simple location d'un appartement. Voici comment il est composé.
35%, c'est l'historique de tous vos paiements de factures. 30%, c'est l'utilisation de vos cartes de crédit et comment vous les rembourser. C'est ici que la règle des 30% dont j'ai parlé il y a quelques minutes entre en jeu. Plus vous êtes loin des 30% d'utilisation, plus cette partie aura le maximum de points. 15% pour l'âge de votre historique de crédit. Plus il est long, mieux c'est. Donc en gros, ne jamais fermer toutes vos cartes de crédit, surtout les plus anciennes, sinon ça va impacter cette partie. Enfin, si vous avez une carte avec des frais annuels qui vous font perdre de l'argent, il va de soi que la fermer est la meilleure chose à faire. 10% pour les nouvelles demandes de crédit, donc plus vous faites de demandes, plus cette partie sera diminuée de quelques points sur les 12 prochains mois. Et les 10 derniers pourcents sont pour les types de crédits qu'on a, que ce soit des prêts étudiants, des prêts immobiliers, des cartes de crédit, etc. Chacun de ces prêts d'argent affectera les 10% de ce score s'ils ne sont pas payés en temps et en heure. Pour avoir une cote de crédit, il faut avoir un historique de crédit et donc commencer à utiliser une carte de crédit dès que possible. Sans ça, pas d'historique de crédit et donc pas de credit score. Mon conseil, dès que vous arrivez au Canada ou aux États-Unis, faites une demande de carte de crédit, même une à 250$, juste pour commencer à construire cette cote et un jour avoir la possibilité de vous qualifier pour un prêt immobilier ou tout simplement pour avoir le droit à une assurance avec un taux plus avantageux. Mais attention, si vous ne remboursez pas vos cartes en temps et en heure, ça peut se répercuter sur votre cote de crédit jusqu'à 6 années. Donc agissez intelligemment et ne dépensez que ce que vous êtes sûr de pouvoir rembourser. N'hésitez pas à vérifier votre code de crédit au moins une fois par an pour voir où vous en êtes et travailler sur les points qui vous sont faibles. Au Canada, les sites officiels sont Equifax et TransUnion qui offrent la possibilité de vérifier sa cote gratuitement une fois par an. Mais il existe depuis peu quelques sites qui permettent d'avoir accès à sa cote autant de fois qu'on le veut et gratuitement. Ils font des demandes soft, alors qu'au-dessus d'une fois par an avec les deux sites officiels, ça impactera de quelques points notre cote. Les sites les plus connus sont Credit Karma, Mogo et Borrowell. Les deux premiers utilisent Equifax, alors que le dernier utilise TransUnion. Il est bien d'avoir accès aux deux car ils ne donnent pas les mêmes résultats. Je sais aussi que Scotiabank propose à ses clients d'avoir accès à son dossier auprès de TransUnion. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, voici mes résultats chez Credit Karma, chez Equifax et chez TransUnion via Scotia. Bon je crois que je préfère TransUnion. Il y a presque 65 points d'écart entre les deux officiels, mais bon, ça reste dans l'excellence. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes désormais incollables sur les sujets des cartes de crédit, des frais d'intérêt et de la cote de crédit, et que cette vidéo vous aura fait économiser quelques dollars qui ne finiront pas dans les poches des banques. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai de faire mon maximum pour y répondre. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.